Ils se sont reconnus avant d'appuyer sur la détente. À l'aube, la guerre les avait déjà classés comme ennemis. La veille encore, ils partageaient le même pain. Personne ne sut dire à quel moment exact cette transformation avait commencé. Il n'y eut ni annonce officielle, ni rupture visible. La guerre civile ne surgit pas avec fracas. Elle s'infiltra lentement, portée par des mots ordinaires et des silences prolongés. Ce qui avait toujours été familier commença à paraître étrangement menaçant, comme si le village découvrait soudain un visage qu'il ne reconnaissait plus. Les maisons étaient trop proches pour que l'on puisse s'ignorer. Les murs, minces et anciens, laissaient trop passer les voix, les disputes et parfois les sanglots étouffés. On connaissait les habitudes de chacun sans jamais les avoir apprises. Un pas plus lourd que d'ordinaire, une lumière allumée trop tard, une porte refermée avec nervosité suffisait à éveiller la méfiance. Pendant des décennies, cette proximité avait été une protection. Désormais, elle exposait tout le monde. Les conversations changèrent avant même que les armes n'apparaissent. Autrefois brèves et prudentes, elles devinrent insistantes. Certains mots revenaient avec une régularité inquiétante, chargés de promesses pour les uns et de menaces pour les autres. Personne ne se levait encore pour contredire, mais chacun écoutait. Et écouter devenait déjà un geste lourd de conséquences. La nuit, le village ne dormait plus vraiment. Les sons semblaient amplifiés. Le vent contre les volets ressemblait parfois à des pas hésitants. Le claquement sec d'une porte résonnait trop longtemps dans les rues étroites. L'odeur de la terre humide mêlée à celle de la fumée paraissait plus lourde, presque oppressante. Beaucoup restaient éveillés, immobiles, à guetter un danger encore invisible. Au matin pourtant, la vie continuait. Les champs étaient travaillés, les boutiques ouvrirent leurs volets. Les gestes étaient mécaniques, précis, comme si la routine pouvait encore servir de rempart. Mais derrière chaque regard subsistait la même question muette. Lorsque le choix deviendrait inévitable, qui viserait-on vraiment ? La guerre n'avait pas encore tiré, mais elle avait déjà choisi. Les premiers ordres arrivèrent sous forme de papier sec, distribués sans cérémonie. Ils ne parlaient ni de haine ni de vengeance, seulement de devoir et de nécessité. Les hommes valides étaient appelés à se présenter. Aucun camp n'était présenté comme un choix moral, seulement comme une obligation temporaire, presque administrative. Pourtant, chacun comprit immédiatement que rien de temporaire ne suivrait. Dans les maisons, les discussions se faisaient à voix basse. Les portes étaient fermées, les fenêtres entr'ouvertes, juste assez pour laisser passer l'air. Les femmes écoutaient sans interrompre. Les enfants observèrent des visages qu'ils ne reconnaissaient plus tout à fait. On parlait de protection, de survie, de ce qu'il fallait faire pour éviter le pire. Rarement de conviction, presque jamais de croyance réelle en une cause. Choisir un camp ne signifiait pas y adhérer, mais tenter d'échapper à une sanction plus immédiate. Refuser n'était pas perçu comme un acte courageux, mais comme une condamnation. Celui qui ne se présentait pas risquait d'être désigné. Et être désigné, dans ce contexte, signifiait disparaître sans explication, sans témoin, parfois sans corps. Chacun connaissait au moins une histoire, un voisin éloigné, un cousin, un homme qui n'était jamais revenu. Ces récits circulaient sans détail précis, mais leur simple existence suffisait à peser sur chaque décision. Lorsque les premiers uniformes furent enfilés, beaucoup éprouvèrent un malaise difficile à nommer. Le tissu était rêche, l'odeur étrangère. En se regardant dans un miroir, certains eurent l'impression de voir un autre visage superposé au leur. Dans les rues, les regards changeaient. On observait plus longtemps, on évaluait, on mémorisait. Un simple brassard suffisait désormais à transformer une présence familière en menace potentielle. Les groupes se formèrent rapidement, pas selon l'amitié ou la confiance, mais selon les lignes tracées ailleurs, loin du village. Et à mesure que les hommes quittaient leur maison, une évidence cruelle s'imposait. De l'autre côté, il y aurait forcément quelqu'un que l'on connaissait. Un ancien camarade, un voisin, parfois un parent éloigné. La guerre ne laissait aucune distance de sécurité.
La nuit précédant les premiers départs, peu dormir. Les bruits semblaient plus proches que jamais. Les pensées tournaient sans repos. Chacun se demandait non pas s'il serait capable de tirer, mais ce qui se passerait s'il reconnaissait celui qu'il aurait en face. À ce moment précis, la guerre cessait d'être une idée abstraite. Elle devenait intime, personnelle, impossible à fuir. Et dans ce silence tendu, une certitude commençait à s'imposer. Une fois le premier pas franchi, il n'y aurait aucun retour en arrière. L'entraînement fut bref, presque symbolique. On apprenait à manier une arme plus vite qu'à comprendre pourquoi on devait s'en servir. Les ordres étaient simples, répétés sans explication, comme s'il fallait empêcher toute réflexion inutile. Obéir devenait un réflexe, réfléchir, un risque. Les hommes alignés écoutaient, reproduisaient les gestes, mémorisèrent les consignes. Mais leurs pensées restaient ailleurs, tournées vers ce qui les attendait de l'autre côté. Les premiers déplacements eurent lieu à l'aube. Le village se vida partiellement, laissant derrière lui des rues trop calmes. Les pas résonnaient différemment, comme si chaque départ arrachait quelque chose au sol. Ceux qui restaient observaient en silence. Les adieux étaient au cours, maladroits. Trop longs, ils auraient trahi la peur. Trop bref, l'indifférence. Personne ne savait quelle attitude adopter face à une séparation dont personne n'osait mesurer la durée. De l'autre côté des lignes improvisées, la situation n'était guère différente. Les mêmes visages fermés, les mêmes regards évités, les mêmes gestes mécaniques. La guerre avait cette ironie cruelle. Elle produisait partout les mêmes peurs, tout en exigeant que chacun voie l'autre comme une menace. On parlait d'ennemi sans jamais le décrire précisément, comme si lui donner un visage réel aurait rendu l'ordre de tirer impossible à exécuter. Les premiers contacts furent confus. Des échanges de tirs mal coordonnés, souvent sensibles, clairement identifiés. Beaucoup tiraient trop haut, trop loin, ou pas du tout. La poudre brûlait la gorge, l'odeur métallique restait accrochée aux vêtements. Les mains tremblaient, le bruit des détonations couvrait les pensées. Certains ne se souvenaient même plus d'avoir appuyé sur la détente. Puis vint l'instant que tous redoutaient sans l'avoir formulé. À travers la fumée, un mouvement familier, une posture connue, une manière de courir, de se baisser, de regarder autour de soi. La reconnaissance fut immédiate, brutale, impossible à ignorer. Le cœur se serra, le temps sembla ralentir, comme si la guerre elle-même hésitait. À cet instant précis, la ligne de front cessait d'être abstraite, elle passait directement entre deux souvenirs communs. Chaque seconde gagnée par l'hésitation augmentait le danger. Chaque seconde perdue rapprochait la possibilité d'un tir fatal. Personne n'avait été préparé à cela. Aucun entraînement n'enseignait comment viser quelqu'un que l'on connaissait par son prénom. Lorsque les tirs reprirent, ils n'effacèrent pas la reconnaissance. Ils la recouvrirent non seulement d'un bruit assourdissant. Et dans ce chaos, une certitude s'imposa lentement. Plus rien ne serait jamais simple. Même survivre aurait désormais un goût amer. Après les premiers affrontements, le retour au calme ne signifia jamais le retour à la normalité. Les hommes comprirent rapidement que le plus difficile ne se trouvait pas dans le bruit des combats, mais dans les heures qui suivaient. Lorsque le silence retombait, il laissait derrière lui des images impossibles à chasser, des silhouettes entrevues trop clairement, des gestes reconnus trop tard. La guerre cessait alors d'être une succession d'ordres pour devenir une accumulation de souvenirs indésirables. Les pertes commencèrent à circuler sous forme de rumeurs. Les noms n'étaient jamais confirmés immédiatement. On parlait d'un blessé grave, d'un disparu, d'un corps retrouvé sans papier. Chaque information partielle suffisait à alimenter la peur. Ceux qui entendirent ces récits tentèrent de se souvenir de la dernière fois où ils avaient en vue ces hommes, de la dernière parole échangée, comme si cela pouvait donner un sens à ce qui arrivait. Dans le village, l'attente devint insupportable. Les journées semblaient figées, étirées à l'extrême. Les femmes et Yogurwa se regroupèrent sans vraiment parler. Les regards se croisaient, lourds de questions auxquelles personne n'osait répondre. Les enfants percevaient l'angoisse sans la comprendre. Ils jouaient moins, ils observaient davantage. Le silence s'installait là où il y avait autrefois du bruit.
Lorsque les premiers corps furent ramenés, la guerre prit une dimension irréversible. Les cercueils étaient trop légers. Les visages, lorsqu'ils étaient visibles, semblaient étrangers. Certains furent enterrés sans cérémonie, faute de temps ou de sécurité. D'autres reçurent des adieux rapides, comme si prolonger le moment risquait de briser ce qu'il restait de contrôle. La terre, humide et sombre, refermait les histoires sans répondre aux questions. Du côté des combattants, la tension augmentait. Chaque mission semblait plus dangereuse que la précédente. Les ordres devenaient plus stricts, moins discutables. La méfiance s'installait même entre ceux qui partageaient le même uniforme. Un doute, un regard mal interprété suffisait à éveiller la suspicion. La guerre exigeait une loyauté absolue, mais ne laissait aucune place à la confiance. Peu à peu, une frontière invisible se traça à l'intérieur même des esprits. Ce qui était tolérable la veille devenait insupportable le lendemain. Certains se surprenaient à espérer ne plus reconnaître personne en face d'eux. D'autres redoutaient précisément l'inverse, conscients que l'oubli total serait une autre forme de perte. Entre ces deux peurs, la guerre continuait d'avancer, implacable, sans se soucier de ce qu'elle détruisait en silence. Avec le temps, la fatigue s'installa plus profondément que la peur. Les corps s'adaptèrent à la privation de sommeil, à la faim irrégulière, au froid humide des positions improvisées. Les esprits, eux, résistaient moins bien. Chaque jour ajoutait une couche supplémentaire à un poids déjà difficile à porter. Les hommes allaient moins. Lorsqu'ils le faisaient, leurs phrases étaient courtes, fonctionnelles, dépourvues de toute chaleur inutile. Les ordres devenaient de plus durs à mesure que la situation se dégradait. Il ne s'agissait plus seulement de tenir une position ou de repousser une attaque, mais d'empêcher toute faiblesse visible. L'hésitation était interprétée comme une trahison potentielle. Ceux qui doutaient trop ouvertement étaient mis à l'écart, surveillés, parfois déplacés vers des tâches plus dangereuses. La guerre n'admettait plus l'ambiguïté morale. Elle exigeait des actes clairs, même lorsqu'ils allaient à l'encontre de tout ce qui avait été appris auparavant. Dans les combats suivants, la reconnaissance des visages devint plus rare, mais plus violente encore lorsqu'elle survenait. Un nom crié par erreur, un accent familier, une façon de lever la tête suffisaient à raviver des souvenirs enfouis. À ces moments-là, le temps semblait à nouveau se dilater. Le bruit se faisait lointain, le cœur battait trop fort, et il fallait décider immédiatement sans pouvoir se permettre de réfléchir aux conséquences. Certains commencèrent à tirer les yeux fermés. D'autres visaient volontairement à côté, espérant que le chaos masquerait leurs gestes. Mais la guerre n'ignorait rien. Elle enregistrait tout, même les tentatives d'évitement. Chaque survie arrachée laissait derrière elle une dette invisible, un sentiment diffus de culpabilité qui ne disparaissait jamais complètement. Au village, la séparation entre les camps devenait plus visible. On ne fréquentait plus certaines maisons, les salutations se faisaient rares, parfois inexistantes. Les fêtes disparurent du calendrier. Même les enterrements se déroulaient dans une tension silencieuse, chacun évaluant la présence des autres, mesurant la distance à maintenir. La communauté, autrefois soudée par la nécessité, se fragmentait lentement. Il devenait de plus en plus difficile de se souvenir de ce qui avait uni ces gens avant la guerre. Les souvenirs semblaient appartenir à une autre vie, presque irréelle. Et pourtant, ils continuèrent de surgir, précisément quand ils étaient le moins désirés, comme un rappel cruel que ce conflit ne détruisait pas seulement des corps, mais une histoire commune que personne ne pourrait reconstruire intacte. À mesure que les mois passaient, la violence cessait d'être exceptionnelle pour devenir routinière. Les explosions, les tirs lointains, les alertes nocturnes s'intégraient au quotidien comme des phénomènes presque naturels. Cette normalisation inquiétante ne rendait pas la guerre plus supportable, mais elle modifiait la manière dont chacun y survivait. On apprenait à compartimenter, à repousser certaines pensées, à fonctionner malgré tout. Les hommes commencèrent à parler de la guerre comme d'un mécanisme autonome, détaché de toute responsabilité individuelle. Les ordres, disaient-ils. La situation. Ces mots servirent de bouclier. Ils permettaient de continuer sans se confronter directement à ce qui avait été fait
ou à ce qui restait à faire. Pourtant, chaque nuit, lorsque le bruit retombait, les mêmes images revenaient, les visages aperçus trop clairement, les cris interrompus trop brusquement, rien ne disparaissait vraiment. Les blessures psychologiques devenaient visibles. Certains sursautaient au moindre bruit, d'autres restaient étrangement calmes, presque absents. Les regards se vidaient, les réactions se ralentissaient. La guerre ne détruisait pas seulement les corps, elle altérait les comportements, effaçait peu à peu ce qui rendait chacun reconnaissable. Les hommes changeaient et ils en avaient conscience sans savoir comment l'arrêter. Dans le village, cette transformation se ressentait jusque dans les détails les plus simples. Les lettres arrivaient moins souvent. Lorsqu'elles arrivaient, elles étaient lues et relues jusqu'à s'user. Chaque mot prenait un poids démesuré. Une phrase ambiguë suffisait à nourrir des jours d'inquiétude. Une absence de nouvelles devenait une menace. L'attente, plus encore que les mauvaises nouvelles, épuisait les esprits. Les enfants grandissaient dans cet entre-deux instable. Ils apprenaient à reconnaître les uniformes avant d'apprendre certains mots. Ils comprenaient rapidement quelles questions ne devaient pas être posées. Leur silence était une adaptation, pas une ignorance. La guerre façonnait déjà une génération qui ne connaîtrait jamais vraiment l'avant. Peu à peu, une idée insidieuse s'installait. Même si les combats cessaient, rien ne reviendrait exactement comme avant. Les liens brisés ne se ressoudraient pas d'eux-mêmes. Les regards évités continuèrent de l'être. La guerre, en avançant, laissait derrière elle un terrain déformé où chaque tentative de retour à la normalité semblait vouée à l'échec. Et dans cette certitude grandissante, une peur nouvelle apparaissait, celle de survivre assez longtemps pour devoir vivre avec tout cela. Lorsque la guerre entra dans une phase plus confuse, les lignes devinrent du flou, les fronts se déplaçaient sans logique apparente. Les alliances locales changeaient au gré des pertes, des pénuries, des ordres contradictoires venus de loin. Il n'était plus toujours clair de savoir qui contrôlait quoi, ni pour combien de temps. Cette incertitude permanente augmentait la tension, car elle supprimait le peu de repères qu'il restait. Les missions se succédaient sans explication détaillée. Il fallait avancer, tenir, puis se replier. Parfois, il fallait reprendre une position abandonnée quelques jours plus tôt, au prix de nouvelles vies. Les hommes exécutèrent ces mouvements avec une lassitude croissante. La peur n'avait pas disparu, mais elle s'était transformée en quelque chose de plus lourd, plus diffus. Une résignation dangereuse qui poussait à accepter l'inacceptable. Les confrontations devenaient plus brutales. La distance diminuait. Les combats rapprochés laissaient aussi peu de place à l'erreur ou à l'hésitation. Dans ces moments-là, la reconnaissance des visages revenait avec une violence particulière. Un cri, une intonation familière, un juron prononcé dans un dialecte connu suffisaient à réveiller des souvenirs enfouis. Chaque rencontre de ce type laissait une trace durable, même lorsqu'elle ne se soldait pas par la mort. Dans le village, les effets de cette guerre prolongée se faisaient sentir de manière plus visible. Les pénuries s'aggravaient, les files d'attente s'allongeaient, les tensions éclataient pour des raisons insignifiantes. Un morceau de pain, une priorité contestée, un regard jugé déplacé. La fatigue collective rendait tout plus fragile. La patience, autrefois considérée comme une vertu, devenait une ressource rare. Les anciens tentèrent parfois de rappeler ce qui avait existé avant. Ils parlaient de solidarité, de voisinage, d'entraide, mais leurs paroles semblaient venir d'un autre monde. Les plus jeunes écoutaient sans vraiment comprendre comment ces principes pouvaient s'appliquer dans une réalité où chaque geste était potentiellement interprété comme une prise de position. Peu à peu, une frontière invisible se renforçait au sein même de la communauté. Elle ne suivait pas seulement les lignes des camps militaires, mais traversait les familles, les souvenirs, les habitudes. Chacun commençait à se définir davantage par ce qu'il n'était pas que par ce qu'il était, et dans ce processus, la peur de l'autre prenait le pas sur la mémoire du voisin. La guerre avançait ainsi, non seulement en détruisant des vies,
mais en redessinant les identités. Elle obligeait chacun à se réinventer dans un cadre imposé, sans offrir la moindre garantie de survie ou de sens. Et plus elle durait, plus il devenait difficile d'imaginer une fin qui ne laisserait pas de cicatrices irréversibles. Avec le temps, l'idée même d'une fin devint floue. On parlait encore parfois de négociation, de cessez-le-feu possible, mais ces mots semblaient appartenir à un langage abstrait, éloigné de la réalité quotidienne. Pour ceux qui vivaient la guerre au plus près, le futur ne se pensait plus en termes de mois ou d'années, mais d'heures à traverser sans commettre d'erreurs fatales. Survivre suffisait à remplir l'horizon. Les combattants remarquèrent que leur réaction avait changé. Ce qui aurait provoqué autrefois une peur paralysante déclenchait désormais des gestes presque automatiques. Le corps agissait avant que l'esprit n'ait le temps de comprendre. Cette efficacité nouvelle inquiétait autant qu'elle rassurait. Elle prouvait une adaptation, mais aussi une perte. Quelque chose d'essentiel s'érodait à chaque décision prise sans réflexion. Dans le village, les absences s'accumulaient. Certaines maisons restaient fermées trop longtemps. D'autres changèrent de propriétaire sans qu'on sache vraiment comment. Les objets abandonnés prenaient une valeur étrange. Une chaise, un outil, un vêtement oublié devenaient des rappels silencieux de ceux qui ne reviendraient peut-être jamais. On évitait parfois de les toucher, comme si le simple contact risquait de raviver une douleur trop vive. Les retours temporaires de certains combattants ne rétablissaient pas le lien rompu. Ils semblaient étrangers à leur propre environnement. Les rues leur paraissaient plus étroites, les visages plus distants. Les conversations tournaient court. Chacun craignait de dire trop ou pas assez. Ces moments censés apporter du réconfort soulignaient au contraire l'ampleur de la fracture. On réalisait alors que même en rentrant vivant, on ne revenait jamais vraiment. Les rumeurs de trahison se multipliaient. Un homme vu en compagnie de l'autre camp. Une information transmise trop rapidement. Une décision jugée suspecte. Vraies ou fausses, ces accusations alimentaient un climat de méfiance généralisée. La guerre avait appris à tous à interpréter chaque détail comme un signe. Et dans cette lecture permanente du réel, l'erreur devenait inévitable. Peu à peu, une fatigue morale collective s'imposa. Elle ne se manifestait pas par des cris ou des révoltes, mais par un renoncement silencieux. On cessait d'espérer un retour à l'avant. On se contentait d'imaginer un après supportable, même imparfait. Cette résignation, loin d'apaiser la situation, la rendait plus dangereuse encore, car lorsqu'on n'attend plus rien, on accepte presque tout. Et dans ce climat, une question commençait à hanter aussi bien le front que l'arrière. Lorsque les armes se tairaient enfin, resterait-il encore quelque chose à reconstruire ensemble ? Lorsque les combats me commencèrent à ralentir par endroits, personne n'osa parler de paix. Les silences devenaient plus longs, mais ils n'étaient pas rassurants. Ils portaient le poids de tout ce qui n'avait pas été dit, de tout ce qui ne pourrait plus l'être. Les armes se faisaient moins entendre, pourtant la tension restait intacte, comme si chacun redoutait que le moindre relâchement ne fasse tout recommencer. Les combattants sentaient confusément que la fin approchait, sans pouvoir l'imaginer concrètement. L'idée de rentrer posait presque autant de questions que celle de rester. Que dirait-on ? Que regarderait-on en premier ? Comment croiser le regard de quelqu'un que l'on avait peut-être affronté, directement ou indirectement ? La guerre avait brouillé les responsabilités au point de rendre toute innocence suspecte. Dans le village, certains commencèrent à revenir. Ils arrivaient sans célébration, parfois sans être attendus. Les retrouvailles souhaitaient et maladroites, souvent silencieuses. Les corps étaient là, mais les esprits semblaient encore ailleurs. Les gestes familiers demandaient un effort. Même les lieux semblaient avoir changé, chargés d'une mémoire trop lourde pour être ignorée. Chaque rue rappelait une absence. Chaque maison conservait une trace du conflit. Les discussions évitèrent soigneusement les sujets sensibles. On parlait du temps, des récoltes à venir, de ce qui manquait encore. Mais derrière ces paroles prudentes, chacun évaluait l'autre. Les questions non posées flottaient dans l'air. Où étais-tu ? Qu'as-tu fait ? Qui as-tu vu tomber ?
Personne ne voulait être le premier à rompre ce fragile équilibre. Certains tentèrent de justifier leurs actes, d'autres préférèrent le silence. La guerre avait appris à tous que la vérité, même partielle, pouvait être dangereuse. Elle avait créé un monde où se taire semblait plus sûr que parler. Cette retenue collective, loin d'apaiser les tensions, les rendait plus sourdes, plus durables. À mesure que les jours passaient sans reprise massive des combats, une nouvelle peur s'installait, celle d'un retour à la vie commune sans véritable réconciliation. Chacun comprenait que la fin des affrontements ne signifiait pas la fin du conflit. Les blessures invisibles, les rancunes, les souvenirs refoulés continuèrent de circuler, prêts à ressurgir au moindre choc. La guerre semblait reculer, mais elle laissait derrière elle un terrain miné, et tous pressentirent que traverser cet après serait peut-être l'épreuve la plus difficile de toutes. La fin officielle des combats fut annoncée sans éclat. Pas de cris, pas de liesse, pas de soulagement immédiat. Les armes se turent progressivement, comme si elles hésitaient elles aussi à accepter l'ordre. Ce silence nouveau n'apporta pas la paix espérée. Il mit simplement en lumière tout ce qui avait été repoussé, enfoui, nié pendant des mois, parfois des années. Dans le village, on tenta de reprendre les gestes d'avant. On nettoya les rues, on répara les maisons endommagées, on rouvrit certaines boutiques. Les cloches sonnèrent à nouveau, mais leur son paraissait différent, presque étranger. Chaque tentative de normalité semblait fragile, susceptible de se briser au moindre mot mal choisi, au moindre souvenir réveillé. Les regards restaient imprudents. On évitait certains chemins, certaines maisons. Les rencontres fortuites étaient et brèves, chargées d'une politesse tendue. Personne ne savait exactement comment se comporter face à quelqu'un qui avait peut-être été un jour de l'autre côté. La guerre n'avait pas laissé de marque visible sur tout le monde, mais elle avait transformé chaque relation en terrain incertain. Les nuits restaient difficiles. Beaucoup se réveillaient encore en sursaut, convaincus d'avoir entendu un bruit familier. Le silence, désormais, était trop lourd. Il rappelait ce qui n'avait jamais été dit, ce qui ne serait peut-être jamais avoué. Certains se demandaient si parler permettrait de guérir, ou si cela ne ferait qu'ouvrir des blessures impossibles à refermer. Les enfants devenus adolescents pendant la guerre observaient ces adultes hésitants avec une lucidité troublante. Ils avaient appris à vivre dans la méfiance et le non-dit. Pour eux, cette normalité imparfaite était la seule qu'ils connaissaient vraiment. La paix ne leur apparaissait pas comme un retour, mais comme une construction incertaine, sans modèle clair. Avec le temps, chacun comprit que la guerre n'avait pas seulement opposé des camps. Elle avait redéfini les frontières intérieures, modifié durablement la manière de voir l'autre. Les armes avaient cessé de tirer, mais les questions demeuraient intactes. Qui était responsable? Qui avait souffert le plus? Qui avait le droit de tourner la page? Aucune réponse ne s'imposa, peut-être parce qu'il n'y en avait pas de simple. La communauté survivait, mais elle n'était plus la même. Elle avançait avec prudence, consciente que la paix n'était pas un état acquis, mais un équilibre fragile, constamment menacé par le souvenir de ce qui avait été fait. Et dans ce village, comme dans tant d'autres, une vérité silencieuse s'imposa peu à peu. La guerre était terminée, mais elle continuerait longtemps encore à vivre dans ceux qui l'avaient traversée.